Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Catch and Shoot, la chaîne présentée par un passionné pour les passionnés, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des 10 joueurs à suivre pour la saison 2022-2023. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça revient tous les ans, c'est la troisième fois, donc ça fait déjà 3 ans, mine de rien, sur la chaîne. Le temps passe vite, comme j'ai l'habitude de dire. On va parler du coup des 10 joueurs à suivre, mais c'est pas 10 joueurs vraiment pied au pif, c'est 10 joueurs que moi je vais suivre, ça n'engage que moi. Donc m'engueulez pas dans les commentaires si je ne choisis pas votre joueur préféré, votre équipe préférée, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est un choix, il faut faire des choix, choisir c'est renoncer. Donc j'ai choisi 10 joueurs pour tout un tas de raisons différentes que je vais expliquer dans cette vidéo et pourquoi je vais les suivre plus particulièrement, et je vous invite également à les suivre parce que je pense qu'il y aura quand même 2-3 trucs d'intéressants pour eux cette saison-là, et on va tout de suite partir pour les mentions honorables. Alors évidemment j'ai mes notes à côté, donc vous inquiétez pas si je tape des gauches-droites de temps en temps. Dans les mentions honorables, j'ai mis le duo Kevin Durant-Kyrie Irving. Voilà, pour les raisons qu'on connaît. Brooklyn l'année dernière ça a été un peu bizarre. Kyrie va enfin pouvoir jouer sans restriction, donc Kevin Durant va revenir aussi en forme. Donc j'attends un peu Brooklyn au tournant et ça passera évidemment par eux. Mais comment ne pas mentionner, si je mentionne ces deux compères, Ben Simmons. Ben Simmons qui lui n'a pas joué de la saison dernière. Qui a connu quelques petits soucis psychologiques, de comportement, quelques clashs, etc. à Philadelphie, et puis c'est du téléphone dans la poche, tout ça. Donc Ben Simmons, ça va être intéressant de suivre comment il va jouer, comment il va s'adapter. Je pense qu'il peut parfaitement remplir, cocher les cases manquantes pour les Nets. Évidemment, tu auras un fort duo, et lui va faire les choses que eux font peut-être un peu moins, la défense, beaucoup de gens en percussion, etc. Faudra voir, il faut que la tête évidemment se remette à l'endroit parce qu'on sait qu'il y a eu quelques soucis d'ordre psychologique, de confiance, etc. pour Ben Simmons, donc j'ai hâte de le revoir. Au moment où j'ai écrit cette vidéo, il n'y avait pas eu le trade de Donovan Mitchell à Cleveland, c'est évidemment qu'il serait dans les 10. Donovan Mitchell à la base j'avais mis que j'allais le suivre, en mention honorable pour voir comment ça allait se passer avec Rudy Gobert. Et avec le Jazz, au final non, il part à Cleveland, donc toute nouvelle adaptation dans une équipe qui est pourtant bien marché quasiment plus de la moitié de la saison dernière, donc Donovan Mitchell à voir comment il va s'adapter. Évidemment, Nikola Jokic, on doit en parler, Joel Embiid aussi, on doit les mentionner du moins parce que les deux on est à la lutte pour le titre de MVP. Il y a encore des gens qui disent oui c'était Joel Embiid, non Jokic mérite, donc il y a bagarre. Battez-vous encore l'année prochaine, nous on est contents, hein, let's go. Ensuite évidemment Kawhi Leonard, il revient de blessure, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les Clippers au complet, enfin bref voilà, il a pris du gab, surtout au niveau des cuisseaux. En tout cas il y a des vidéos qui ont un peu tourné sur la toile, donc j'ai hâte de voir comment il revient, parce que Kawhi Leonard on sait que quand il est à 100%, c'est fou quoi, c'est très très fou. Donc ouais, Kawhi Leonard évidemment dans les mentions. Russell Westbrook aussi, j'en ai pas parlé en détail, je crois que j'en avais fait sur une dessus, peut-être même les deux d'avant. Russell Westbrook, là on sait pas, il y a 4-5 meneurs maintenant aux Lakers, peut-être qu'il va être trade, c'est assez compliqué, donc bon, on en mentionne parce qu'il va falloir suivre la saison évidemment, mais ça reste en mention. Évidemment, Karl Anthony Towns, voilà, va être un nouveau poste avec un nouvel intérieur, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Bradley Beal, avec pareil, un effectif un peu remodelé en fin de saison dernière, en espérant que les blessures le lâchent, etc. Et Damian Lillard aussi, on peut le mettre en mention parce que évidemment on a hâte qu'il revienne de sa blessure aux abdos, et qu'on va voir, il y a une nouvelle équipe un peu plus équilibrée du côté de Portland, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi au niveau de Damian Lillard. Voilà pour les mentions honorables. Maintenant on va passer sur les 10 joueurs que moi je vais suivre pour la saison 2022-2023. Et on va rester sur la fin des mentions avec Portland et on va parler de Anthony Simons. Anthony Simons qui vient de finir une très belle saison dernière, 23 ans, il a même signé une extension de 100 millions sur 4 ans. La saison précédente, il tournait à 17 points, 3 rebonds, 4 passes, à 44% au tir, un très bon 40,5% à 3 points, 30 minutes de jeu, 30 fois starter pour 57 matchs joués. Alors, pourquoi j'attends beaucoup Anthony Simons? Parce que ça y est, il y a la place, tu n'as plus des mecs à ton poste pour venir t'embêter. CJ McCollum n'est plus là, il est parti du côté des Pels. Damian Lillard va revenir. Pas impossible qu'en fonction de comment il revient, la saison commence à tourner, etc., il y ait un peu de repos pour Damian Lillard. Donc c'est toi qui va être l'un
des gros playmakers de l'équipe, avec une équipe un peu plus équilibrée, où il y a de l'apport défensif, un peu plus notable, notamment Josh Hart par exemple. Va y avoir d'autres gars aussi, comment il va s'insérer avec les Jerami Grant, les Nurkic, parce qu'il il n'y a qu'un ballon, hein, Damian Lillard va en bouffer beaucoup. Sur les lignes arrières, il va en manger certainement aussi Anthony Simons. Et tu vas falloir quand même donner la balle à l'intérieur. Donc ça va être très intéressant de suivre la progression d'Anthony Simons, parce que je pense... alors après, on est un peu dans le même délire que McCollum, donc je pense que on risque d'avoir un peu les mêmes limites, malheureusement, avec le duo McCollum-Lillard, le même Simons-Lillard. Néanmoins, si tu dois préparer un semblant de futur, parce qu'il n'est plus tout jeune Damian Lillard, il a dit qu'il restera à Portland, etc. Mais si tu dois préparer un semblant de futur, 23 ans, tu te dis, bon, on le garde encore, il est là chez nous pendant 4 ans, au pire il explose et on se dit on casse tout, s'ils veulent vraiment tout casser, tu auras une bonne valeur marchande avec Lillard si tu veux vraiment tout péter. Donc il faudra voir ce que ça va donner. J'ai peur qu'il y ait ces limites là par rapport à la défense, donc, mais si step up défensivement, alors attention, parce que là tu as un duo de pyromane. Là il a tourné à 17 points la saison dernière, là il va être vraiment installé dans le 5 majeur. Je pense qu'il va tourner aux alentours des 19-20, en tout cas c'est ce que Portland a besoin selon moi, pour pouvoir exister, ou alors il va rester dans ce range là, mais il va être un peu plus, on va dire, plus rentré dans le moule, dans le sens où il y a d'autres gars comme Jerami Grant ou Nurkic qui vont prendre les ballons. Anthony Simons, voilà, c'est une puissance offensive folle, un mec qui a un très bon shoot. Attention à la sélection de tir, même si 44% c'est assez intéressant. Voilà, faudra juste voir, il n'y a pas eu Lillard, il a pu exploser la fin de saison dernière parce qu'il n'y avait pas Lillard. Faudra voir quand Lillard va revenir, ce que ça va donner, pardon. Mais Anthony Simons, c'est quand même sympa à avoir joué, très sympa, donc oui, il fallait en parler. Et si je devais prendre un mec de Portland, j'ai mentionné Lillard, j'aurais pu mentionner Jerami Grant, Nurkic, tout ça. Je vais prendre Anthony Simons, donc à suivre pour la saison prochaine. On part cette fois-ci du côté du Canada vers les Raptors avec Gary Trent Jr., lui aussi 23 ans. Une petite saison à 17,5 millions, une player option qui aura son importance, je le dirai après, à 18,7 l'an prochain. Une très bonne saison dernière, évidemment, 18 points, 3 rebonds, 2 passes, 41% au tir, 38% à 3 points, 35 minutes de jeu, 69 fois starter pour 70 matchs, donc le mec est complètement installé à l'arrière. Même si on pourrait noter une baisse de régime en playoff l'an dernier, bon après on peut tout pondérer par rapport à l'opposition, etc. Mais quand même 15 points à 38% au tir. À surveiller si... Bon, j'espère que les Raptors, en tout cas moi dans mes pronos je les ai mis en playoff les Raptors. Donc en play-in je sais plus. Bref, en tout cas en semi-post-season on va dire. J'attends vraiment de Gary Trent Jr. Je pense que la saison qu'il va faire elle va être super. Ils vont avoir une très belle équipe assez équilibrée comme d'habitude hein, les Raptors. À côté de Van Vliet, je pense que ça se mélange plutôt bien. Van Vliet c'est pas un défenseur dégueulasse. Voilà, il s'est distribué la balle, etc. Gary Trent Jr., ça peut être le gars qui peut te débloquer dans des situations quand tu as besoin d'un tir un peu improbable, quand tu as besoin de création, il peut créer un peu son propre tir, etc. Voilà, pareil, ce ne sera pas le franchise, puisqu'il y a Siakam, il y a Van Vliet qui, eux, sont devant dans la hiérarchie. On a l'explosion de Scottie Barnes aussi, j'aurais pu en parler de Scottie Barnes, mais je garde d'autres jeunes sous la manche, je viendrai juste après. J'aurais pu parler de Scottie Barnes, du coup, Gary Trent Jr., très intéressant, je pense, du côté de ce qu'il est jeune. Il a 23 ans aussi. Il a une player option. Donc, à voir ce que ça va donner parce qu'on sait comment ça peut se passer. Les joueurs... Alors, il n'est pas dans sa contracture, mais quasiment. Il peut sortir une énorme saison à 22 points, 4 rebonds, 3 passes, avec des bons pourcentages au tir. Attention, si ça va en playoff, de ne pas se chier dessus. Ça ferait 2 fois, on peut pardonner la jeunesse, mais attention quand même. Et après, derrière, ça peut demander soit une petite prolongation de contrat s'il décline sa player option à Toronto, ou alors aller chercher un gros contrat ailleurs. Donc, il va falloir vérifier tout ça, il va falloir surveiller tout ça, pardon. Mais je pense que Gary Trent Jr. va nous sortir une belle saison à au moins 20 points aussi. Je pense qu'il peut faire un peu une même saison, on va dire, à peu près similaire à celle de Anthony Simons à Portland. Il y aura une belle dualité à suivre les deux, je pense. Mais Gary Trent Jr., ça peut être la pièce. Alors, peut-être qu'il fait passer un cap. Je pense que ça va être un peu court, notamment à l'intérieur, si tu enlèves Siakam niveau Raptors. Mais je pense que ça peut être le gars qui va débloquer des situations pour les Raptors, pour Toronto, quand ça sera bloqué. Quand Van Vliet n'aura pas la solution, quand Siakam n'aura pas la solution, quand Scottie Barnes, tout fort qu'il est, tout intelligent qu'il est, le manque d'expérience va peut-être venir le bloquer sur certaines situations. Gary Trent Jr., même s'il est jeune, il a un peu ce grain de folie qui peut peut-être faire sauter des verrous
en mode pétard mouillé, enfin pas pétard mouillé justement, en mode pétard ambulant pardon, qui vient péter les lignes défensives adverses, shooter un peu dans tous les sens, rentrer 2-3 points d'affilée et qui peut complètement te débloquer les situations. Donc Gary Trent Jr., oui, je vais surveiller très fort la saison prochaine. Et en règle générale, au niveau de la 3e place, je fais toujours mon homer, c'est-à-dire un mec d'Orlando. Alors ce n'est pas le numéro 22 de Franz Wagner, même si Franz Wagner j'aurais beaucoup à dire, surtout vu de son Eurobasket. Mais évidemment, il y a eu un first pick et nous avons pris le Magic, je ne dis pas au Magic malheureusement, nous avons pris Paolo Banchero. Le Magic a pris Paolo Banchero en first pick. Alors il y a eu beaucoup d'hésitations, il y a eu des rumeurs de Jabari Smith, Chet Holmgren évidemment il était projeté first pick. Moi j'aurais beaucoup aimé Chet Holmgren en first, je vous le cache pas. Bon après il y a la blessure qui c'est très malheureux pour lui. Sinon il aurait clairement été dans les joueurs que j'aurais suivis, c'est sûr certain. Mais Paolo Banchero du coup a été choisi en first. Je vais être honnête, je suis pas, vous le savez, ceux qui me suivent depuis le début savent que je suis pas un grand suiveur de NCAA. Néanmoins, on a fait des émissions avec la TBA, avec d'autres gars qui sont passés sur Catch and Shoot, sur d'autres chaînes, pour parler d'NCAA. Il nous a parlé beaucoup de Paolo Banchero, donc évidemment, j'ai bouffé des highlights. Une grosse saison à Duke à 17-8-3, 48% au tir pour un poste 4. 2m08, 113 kg. On a déjà un mec qui physiquement est NBA ready. Costaud, solide, pas mauvais dribbleur, pas mauvais passeur, pas mauvais shooter, plutôt complet. Je vais pas dire c'est un Giannis avec un shoot parce que ce serait extrêmement réducteur pour Giannis et très méprisant et insultant pour Jason Antetokounmpo, il est loin de là. Mais dans l'idée un peu très lancé, costaud, un peu délié qui peut monter la balle, etc. Il n'y aura peut-être pas ce côté inarrêtable, faudra voir, quoique il y a eu quelques trucs intéressants en pré-saison. Enfin en Summer League, pardon, la pré-saison c'est pas encore, c'est bientôt. Et puis surtout l'espoir. L'espoir d'avoir un mec first pick. Il y a eu beaucoup de pics du côté d'Orlando ces dernières années qui malheureusement n'ont pas transformé l'essai. Si l'essai, ils l'ont marqué un jour. Mais on a cru successivement Aaron Gordon. Finalement non, Aaron Gordon c'est un role player. Peut-être un lieutenant un peu moins, tu vois, si tu as besoin. Jonathan Isaac, toujours blessé. Markel Fultz, pardon, bon, c'est pas nous qui le draftons, mais que tu récupères first pick, qui malheureusement se pète. Il a encore pété au niveau de l'orteil, même s'il a dit qu'il devrait être présent au début de saison au Media Day. Mais au final, l'espoir, t'es un gars qui a joué des matchs matchs d'été, des matchs estivaux, qui a quand même fait quelques perfs sympas en Summer League. Donc maintenant, il faudra voir ce que ça va donner dans le grand band de la NBA. Et surtout, qu'est-ce que ça va donner avec ce young core, un des young core les plus prometteurs de la NBA. Après, il faudra voir ce qu'on en fait, ce qu'ils en font évidemment, ce qu'en fait Mosley et le front office du Magic. Mais avoir un Banchero avec un Wendell Carter Jr. dans la raquette, déjà c'est ultra complémentaire. Avec Bamba, ça peut l'être également. Tu as Franz Wagner qui est glue guy, c'est réducteur, mais glue guy plus, qui peut drive et shoot et porter la balle, etc. Donc pour moi, c'est Edo Turkoglu le retour. Donc je suis content. Et en plus, je sais que dans les collectifs, les mecs comme ça se passe toujours très bien. Après, il faudra lui donner des ballons. Tu vas avoir Cole Anthony, saison 3, qui va encore profiter d'un potentiel manque de temps de jeu de Markel Fultz en début de saison. Isaac va revenir, normalement, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Enfin voilà, il va y avoir des trucs super intéressants à Orlando. Et Banchero, avec sa palette offensive, il est pas mauvais en défense. J'attends de voir quand même au niveau de la NBA, parce que mettre des comptes en second rideau quand NCAA avec beaucoup de qualité athlétique, il y en a pas mal qui l'ont fait. Maintenant, je veux voir comment est-ce que ça va donner en NBA. Si c'est pas seulement un contrat de deuxième rideau, s'il peut être bon sur l'homme, bon dans les aides, bon dans les déplacements latéraux, etc. Donc, honnêtement, Banchero, si c'est lui demain qui a... Bon, il first pick, donc il faut qu'il ait tous les ballons, il faut qu'il score. S'il me fait une première saison digne de la dernière qu'il a fait à Duke, là, en 17-8-3, 48%, je suis refait. Pour moi, c'est objectif rookie de l'année. Si je dois faire un prono demain, je le mets rookie de l'année. Attention, il y a Keegan Murray ou peut-être... je pense qu'on dort un peu sur Jabari Smith, quoique ça va être compliqué à Houston. Bref, ces deux gars là, Paolo et Keegan Murray, je pense que Paolo, vraiment, il faut qu'il ait le mindset rookie de l'année. Après, il faudra voir Orlando ce que ça va donner. L'objectif, c'est quand même de jouer le play-in. Même si c'est un peu gros, il faut jouer le play-in, il faut que l'équipe se batte. Mais je suis convaincu que si tu arrives en janvier-février et que le bilan est pas top, ils vont tanker. Donc, donner la confiance aux gars, donner la confiance à Banchero qu'il ait les ballons. Et si on perd des matchs, c'est pas grave, on aura un top 5 pick potentiellement l'année prochaine. Il y a une bonne draft qui arrive. À voir pour Victor, Scott Anderson, ce genre de gars. Mais l'objectif n'est pas là pour l'instant. L'objectif, c'est que Paolo Banchero fasse sa grosse saison. Puis c'est un first pick de draft. Donc automatiquement, les first pick de draft, tu les suis. Voilà, c'est logique. Encore plus quand il est au Magic. Voilà.
Et ça mettra un peu, ça met un peu de hype, ça met beaucoup de hype avec des jeux, n'importe quoi, je me suis spoilé le truc d'après, avec Franz Wagner, ça donne de la hype un peu Orlando, donc regarde Orlando et regardez Paolo Banchero, je suis sûr que ça va être fou. Et du coup, après, comme je me suis un peu spoilé, bah, j'ai parlé de Paolo Banchero, il y a eu des histoires cet été sur les terrains, automatiquement, bah, je vais parler des Dejounte Murray. Alors pas parce qu'il y a eu du trash talk, voilà, un peu de bully sur Paolo Banchero, mais si le Magic Hawks, les Magic Hawks, je les attends quand même avec impatience. Ceux qui suivent le projet qu'on a à côté, la Twitch Basketball Association, la TBA, on a fait une preview sur les Hawks. Il y a eu quelques réceptions un peu houleuses, que je peux comprendre, évidemment. On n'a pas réussi à avoir des intervenants des Hawks. On aurait été ravis de vous avoir, les copains. Sachez-le. En tout cas, moi, de mon côté, il n'y a aucune animosité. Le trash talk n'a jamais tué personne. Voilà, voilà. J'ai mis les Hawks dans le play-in, mais parce que je pense, c'est pas parce qu'ils sont moins bons, c'est parce qu'au-dessus, je pense que c'est encore plus fort et qu'il va manquer un petit peu en défense. Et en parlant de défense, tu récupères Dejounte Murray. Dejounte Murray, transfert surprise. Très bonne saison, il était dans les joueurs à suivre la saison précédente, hein, comme quoi je dis un peu de la merde de temps en temps, mais il m'arrive de sortir un truc qui sent bon du bousin de temps en temps aussi. Transfert surprise aux Hawks contre des pics et Danilo Gallinari qui a été coupé, qui a rejoint Boston par la suite. Mais vraiment surprise parce qu'on se disait, ouais, les Spurs, ils vont construire sur lui. T'as Keldon Johnson qui monte en puissance, t'as d'autres gars, etc. Puis finalement, non, ils ont dit, on va bazarder, on va prendre des pics, etc. Et on va. Alors, j'ai du mal à voir les Spurs tanker, c'est pas dans la philosophie de l'équipe, mais bon, toujours est-il que ça en prend ce chemin-là en tout cas. Murray qui part aux Hawks. Je trouve que c'est très bien pour les Hawks, évidemment, parce que tu récupères un très très bon défenseur, un mec qui est en progression constante, qui sort d'une saison en 21-8-9, 2 interceptions, meilleur intercepteur de la ligue, à 46% au tir, 32% à 3 points, en 35 minutes. Le mec, il est sur des stats de Young, Russell Westbrook. En stats, évidemment, pas en style de jeu, on est sur deux styles totalement différents, mais on est quand même sur des stats d'un mec ultra complet, bon en défense. Ça ne peut que faire du bien aux Hawks. Alors après, il va un peu changer de rôle, dans le sens où ce sera plus l'option numéro 1, parce qu'il y a Trae Young. Il faudra voir avec John Collins, même si John Collins, tous les ans, il a des rumeurs de transfert. Il faudra voir comment les deux jouent ensemble, mais en tout cas, du côté de la défense, c'est ultra complémentaire, parce que Trae Young, évidemment, il est ciblé sur toutes les attaques. Il est ciblé sur tous les switches défensifs pour se prendre un gros en face. Et pour jouer au poste bas contre lui. Là, tu vas avoir Murray qui pourra contenir des arrières, voire des ailiers un peu plus costaud quoi en face, donc ça va évidemment soulager Trae Young, et du coup s'il est soulagé en défense, il pourra être un peu plus libéré en attaque. Il faudra avoir en attaque. Trae Young est un très bon distributeur, un très bon passeur, mais il aime aussi beaucoup la baballe, donc il faudra voir ce que ça va donner avec Dejounte Murray. Alors objectif évidemment je les ai mis en play, mais l'objectif des Hawks c'est d'aller en playoff. S'ils vont en playoff, attention, pas beaucoup d'expérience en post-season pour Dejounte Murray, normal il est encore jeune. Ça risque peut-être de jouer, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un apport comme ça pour cette équipe, c'est considérable et c'est inopiné, inespéré, surtout contre 3 clopinettes et un Mars. Ça, ils pouvaient pas rêver mieux les Hawks. Maintenant, voilà, c'est la cohabitation, j'attends un peu de voir. Attention les Hawks, pas à l'abri d'un transfert, etc., de John Collins, etc. Mais vraiment, Dejounte Murray à suivre, c'est un super joueur, il est beau à avoir joué, c'est un très très bon défenseur, et moi j'adore les très très bons défenseurs. Progression constante, j'attendais une meilleure progression au niveau du tir à 3 points, ça stagne aux alentours des 30%, j'espère qu'il va un peu step up. De toute façon, quand t'es avec Trae Young à côté, bon, tu peux te permettre de shooter un peu moins bien, mais c'est bien s'il arrive à step up aussi à ce niveau-là. Voilà, allez, un petit 38%, un petit 37%, ce serait pas mal, c'est toujours mieux quoi. Et ça fera du bien aux Hawks, à Trae Young, à toute l'équipe. Et attention, si ça clique sur le backcourt, ça va être très très chiant à jouer, hein. Parce qu'évidemment, Dejounte Murray est bon, alors une très bonne sélection de tir, même si les 3 points ne rentrent pas. C'est un très bon playmaker, c'est un très bon passeur. J'ai peur qu'en attaque, bon, le côté shoot fait qu'il sera peut-être obligé de se lâcher un peu plus, puisque les shoots reviendront plus, enfin les tirs de loin reviendront plus à Trae Young. Donc attention, à voir, faut pas que ça se marche non plus trop sur les pieds. Mais honnêtement, en défense, pour moi, ça va aider, ça va compenser de fou les manques de Trae Young et d'autres joueurs. Mais ça va surtout donner un nouvel allant offensif, c'est un nouveau style, etc. Donc moi, plutôt content de ce transfert pour lui. Même pour les Hawks, c'est très bien. Donc vraiment, Dejounte Murray, je l'ai dit la saison dernière, il a fait une très belle saison d'avant encore aux Spurs. Il va progresser, il a progressé, et je suis sûr qu'il va encore progresser cette année. À voir après évidemment, mais ouais, une petite saison, saison triple-double, faut pas trop forcer quand même, mais une saison très complète,
peut-être avec un peu plus de points, 22, 23 points, 23, 6, 6, quoi, un truc comme ça pourrait être super sympa, toujours en amenant beaucoup de défense. De style la saison dernière, ça va être difficile de faire mieux, mais pourquoi pas, après tout, le ciel est l'ami, donc vraiment Dejounte Murray, joueur à suivre évidemment la saison prochaine. Cocorico, on va parler d'un Frenchie, qui d'autre que Rudy Gobert, transféré au Minnesota Timberwolves contre 5 joueurs et 5 tours de draft. Ça aussi on s'y attendait pas. Donovan Mitchell, on pouvait s'attendre à quelques transferts, etc., mais pas Cleveland. Rudy Gobert, on pouvait s'attendre un petit peu. Mais alors à Minnesota, fallait le sortir du chapeau. En tout cas, toujours est-il qu'il est là-bas désormais. Et bien évidemment à suivre. Nouvelle équipe, nouvel environnement, nouveau rôle. Tu vas être le pivot titulaire d'une équipe qui a refait les playoffs depuis quelques années. Qu'il n'avait pas refait depuis des années, du coup qui sont retournés l'an dernier après le play-in, si je dis pas de conneries. Tu sors d'une saison en quasiment 15-15, tu es le meilleur rebondeur de la saison dernière, un des meilleurs contreurs avec 2 comptes par match, 71% au tir, 32 minutes de temps de jeu, des playoffs dégueulasses. Ouais, mais c'est pas forcément que lui, c'est tout le Jazz. Hein. Le Jazz a été vraiment pas fou du tout la saison dernière. Donc on peut pas trop non plus lui imputer les mauvaises perfs du Jazz, que c'était assez collectif. Il y avait un problème. C'est un secret, je pense, de Polichinelle de dire qu'il n'y avait pas de problème. Voilà, il y a un problème. Il y avait un problème entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert, voire même Quinn Snyder. À voir, parce que Quinn Snyder n'est plus le coach du Jazz aussi, si je dis pas de bêtises. Là, tu es dans une nouvelle équipe, nouvel environnement. Tu vas avoir à côté de toi un très fort joueur à l'intérieur, ce que tu n'as pas eu forcément toute ta carrière. Ça va faire du changement. Attention, après, je pense que c'est là aussi, on parlait des Dejounte Murray triangle. Là aussi, je pense que Rudy Gobert et Karl Anthony Towns, c'est ultra complémentaire dans la peinture. Parce que Karl Anthony Towns, c'est l'un des meilleurs shooters externes parmi les big men. Il peut porter la balle, il peut casser le cercle, il peut tirer de loin, mi-distance, dos au panier, il est intelligent. C'est pas un mauvais rebondeur offensif, mais tu vas avoir lui qui peut stretch avec Rudy Gobert dans la peinture. Ça va être super intéressant. Je trouve que ça ultra complémentaire. Après, attention, il ne faudra pas se plaindre que tu n'aies pas les ballons. Parce que là, tu as Anthony Edwards qui est en progression constante, qui peut être potentiellement All-Star d'ici cette saison, voire une ou deux saisons prochaines. Tu as D'Angelo Russell qui a besoin de ballons pour exister, même si c'est pas un mauvais distributeur. Et tu as surtout Karl Anthony Towns qui va avoir les ballons. À un moment donné, je pense que Rudy Gobert n'aura pas tout le temps la gonfle dans les mains. Donc, je dis pas qu'il va faire les miettes, attention, mais je serais pas surpris qu'il ait encore moins de ballons, en fonction de comment ça se présente évidemment, qu'il ait encore moins de ballons que ce qu'il avait au Jazz. Néanmoins, si l'équipe tourne bien et que son nouveau rôle lui convient, parce que je suis pas convaincu personnellement, et encore plus quand on voit l'euro, il a été, mine de rien, un euro vraiment pas du tout dégueulasse, même très correct. Mais pour moi, la balle dans les mains de Rudy, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal quand tu veux mener une attaque cohérente. Je dis pas qu'il peut pas le faire, je dis juste que quand t'as Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, notamment, peut-être qu'il faut donner la balle à ces gars-là, tu vois. Donc il y a 3 forts joueurs, plus lui, pas dit qu'il ait les ballons. Néanmoins, il peut amener ce qui manquait à Minnesota, une base défensive dans la raquette qui peut se transmettre à toute l'équipe et qui peut te permettre de passer des steps en saison régulière, mais surtout en playoff, parce qu'on le sait que la défense en playoff, c'est primordial. Le Jazz l'a un peu oublié, voire même beaucoup oublié sur ses derniers playoffs, ce qui a amené à cette explosion du Jazz, mais pour moi, c'est un très bon move. Il faudra voir ensuite, il va manquer quelques petits joueurs, ils ont quand même lâché 5 joueurs dans le deal, mais Minnesota, vraiment, ça peut aller en playoff sans passer par le play-in. Je crois même que je les ai mis 6e, si je dis pas de bêtises. Pour moi, ça peut aller en playoff sans passer le play-in. Et grâce à Rudy Gobert. Là, je suis sûr que Minnesota, cette année, on va vraiment s'amuser. Et en plus de ça, il va apporter, parce que les Wolves l'année dernière étaient que 13e au defensive rating. Tu récupères Rudy Gobert, je serais pas étonné qu'il soit top 10, voire top 8 en defensive rating. Maintenant, à suivre, parce qu'il va y avoir des choses qui vont poser problème, peut-être pas dès cette saison, mais dès les prochaines en fonction de ce qui se passe. Tu vas avoir un cap space qui va se réduire. 205 millions sur 5 ans, signé en 2020, c'est le contrat de Rudy Gobert, donc signé en 2020. Il prend 38 millions cette saison, 41 la prochaine, 43 celle d'après. Et il aura une dernière année en player option à 46,6 millions. On peut discuter si c'est trop payé, pas trop payé, c'est pas la question. Mais toujours est-il que dans un futur proche, il y aura des choix à faire.
pour Rudy et pour les Wolves. En tout cas, sur cette saison, ça passe financièrement. Je suis sûr que ça va passer sur le terrain. Je suis sûr que Rudy va nous claquer une saison de fou malade. Et en plus de ça, je serais même pas étonné qu'il soit... Alors, il est toujours dans la course au Deepoy. Mais vraiment, on peut mettre vraiment, je pense, une pièce sur Rudy Gobert Deepoy cette année. Parce que là, il va être dans une équipe où la défense, ça va être le maître. Il n'y aura pas de spécialiste défensif. Il n'y avait pas non plus au Jazz. Après, tu as des Joe Ingles qui défendaient pas trop mal. Il y avait d'autres gars, etc. Des Royce O'Neal, etc. Là, ça peut être vraiment lui le big boss de la défense. Lui qui va insuffler le rythme défensif. Qui va driver ses coéquipiers. Qui va leur dire où se positionner, quoi faire. Quand switch, quand pas switch pour la défense. Et lui va venir contester les tirs. C'est l'un des meilleurs joueurs pour contester les tirs. Pas pour les contrer, je dis même pour les contester. Et du coup, s'il conteste et que l'équipe prend des rebonds, derrière ça va cavaler Anthony Edwards, ça va courir, ça va donner un nouvel allant offensif du coup à l'équipe des Wolves. Et franchement, je suis sûr que les Wolves ils vont nous faire une très bonne saison et que Rudy aussi. Petite pièce sur le Deepoy, franchement ça se tente vraiment. Donc Rudy Gobert évidemment, Frenchie, joueur à suivre. On continue un peu plus dans la greatness. Ah oui, on parle clairement de greatness puisque en 6e joueur que je vais suivre, je vais parler de LeBron James. Une saison compliquée l'année dernière, marquée par les blessures, 56 matchs joués, mais malgré ça, une énorme saison, 30,3 points, 8 rebonds, 6 passes. Malheureusement, pas assez de matchs joués pour être sacré meilleur marqueur de la ligue, ce qui aurait fait qu'il aurait été le meilleur marqueur, le meilleur marqueur le plus vieux de l'histoire, pardon, je vais y arriver. Je vais pas reparler de la saison des Lakers, je l'ai déjà fait dans le Faites entrer l'accusé sur les Lakers, je sais pas si c'est ici ou ici, je crois que c'est ici. Le Faites entrer l'accusé sur les Lakers. Une saison catastrophique, malheureusement beaucoup trop de blessures pour le trio Westbrook, Davis et LeBron James qui quand eux les trois jouent ensemble c'était vraiment pas nul en termes de win, de win ou de lose. Néanmoins, pour revenir sur LeBron James, il faut évidemment le suivre pour une seule et bonne raison, alors, je dis pas que c'est la seule mais pour une seule et bonne raison, c'est que Monsieur LeBron James est à 1325 points de Karim Abdul-Jabbar. 1325 points pour l'égaler, hein, je parle. Pour le dépasser, si on se base sur les 56 matchs qu'il a fait la saison dernière, il lui faudrait une moyenne de 23,66, je crois que c'est pour l'égaler, 23,7, t'es sûr qu'il le dépasse. Il a tourné à 30 points la saison dernière. Me dis pas qu'avec une baisse de régime, il va pas tourner au moins 25. LeBron James cette année, sauf blessure majeure, je touche du bois, sauf blessure majeure, je retouche du bois, va dépasser Karim Abdul-Jabbar. Est-ce qu'on pensait cela possible un jour? Personnellement, non. C'est comme le record de Oscar Robertson. Personne ne pensait qu'il serait battu. Il a été battu 3 ou 4 fois. Le total, évidemment, mais aussi la saison triple-double. Westbrook l'a fait 3 ou 4 fois. Là, LeBron va battre un record qu'on pensait intouchable. Rendez-vous compte de la greatness quand même, tu vois. Évidemment qu'il faut suivre LeBron James cette année. Puis il aura 38 ans le 30 décembre, pardon. Le 30 décembre, il aura 38 ans. Donc, on se rapproche quand même de la fin. On va pas se mentir, ça va nous faire bizarre d'ici 2 ou 3 ans, parce que je pense qu'il peut tenir encore 2 ou 3 ans vu comme il prend soin de son corps, etc. Sauf si vraiment son corps le lâche et qu'il accumule trop de blessures. On est à la fin d'une ère, on a eu Roger Federer qui a pris sa retraite, on va avoir Messi, Ronaldo qui eux n'ont plus beaucoup de temps non plus, et LeBron James il est là aussi. LeBron James n'a plus beaucoup de temps. Donc mes amis, suivons-le cette année, profitons-en, les Lakers nous doivent une revanche. Franchement, à moins qu'il y ait encore des catastrophes de blessures, etc., les Lakers devraient aller en playoff, mais j'exclus pas un play-in du tout. Je sais plus comment je les ai mis dans mes pronos, mais je les exclus pas du tout du play-in. Il faudra voir le cas Westbrook. Je pense qu'il va être trade dans la saison, à moins que nous sorte une saison en rédemption et que au final ça fit de fou, même si je suis vraiment pas convaincu par le fit, etc. Nouveau coach, et alors des nouvelles choses qui vont apparaître au sein des Lakers. Mais évidemment, LeBron James, suivez-le. On est sur potentiellement l'une de ses dernières saisons. On est même sûr sur l'une de ses dernières saisons. Et en plus, il peut taper un truc historique. Il va taper un truc historique. Donc rien que pour ça, il faut le suivre. Il faut suivre LeBron James cette année. Bon, là évidemment, j'enfonce des portes ouvertes parce que tout le monde va suivre LeBron James. Mais encore plus cette saison. Voilà, je parle jamais évidemment de gros joueurs comme ça. J'en parle, mais je mets pas des LeBron ou des trucs comme ça, tu vois. Donc là, c'est la première fois que je parle de LeBron depuis que je fais ces vidéos, ces 10 joueurs à suivre. LeBron, oui, il faut le suivre la saison prochaine, ne serait-ce que pour ça, mais je suis sûr qu'il va nous claquer encore une saison historique, du genre 28-8-6, 28-6-6, enfin, une dinguerie encore à 38 ans cette saison. Mais bon, évidemment, ça c'est bien, mais il faut aussi aller en playoff, monsieur. Hein, vous nous devez une revanche, monsieur LeBron James et messieurs les Lakers. 7e joueur à suivre, un joueur qui a fait parler, d'abord aux Mavericks, avec un excellent... une excellente post-season.
une excellente post-season. Je parle évidemment de monsieur Jalen Brunson. Une saison en 16-4-5 du côté des Mavs. 79 matchs joués, 61 titus, donc on est plutôt dans un registre de 6e homme. Mais des playoffs de folie. Presque 22 points à 46% au tir. Il a martyrisé le Jazz. Le Jazz a explosé, c'est à cause de lui. Sachez-le. Enfin, vous voyez, Luka, évidemment, et Dorian Finney-Smith, tout ça, j'exagère, mais vous avez compris, je suis un peu marseillais. Je suis même totalement marseillais. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de l'intersaison pour Jalen Brunson? Agent libre. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que les Mavs lui ont proposé un contrat, mais comment résister à l'appel des sirènes de la Big Apple, de New York? 104 millions sur 4 ans, au Knicks. Par contre, très bon move. Contrat dégressif, une player option sur la dernière année, et un nouveau rôle. 3 options pour moi s'offrent à lui pour Jalen Brunson dans la Big Apple. Soit les titulaires à la main, parce que tu as Derrick Rose, il est souvent blessé et joue moins titulaire. Emmanuel Quickley, je le trouve meilleur en sortie de banc. Imo. Il y a un troisième meneur que j'ai dû rater, je suis désolé. Mais il peut être totalement titulaire à la main. C'est pas un mauvais distributeur, mais c'est plus un meneur scoreur, quand même. Déjà, c'est même plus un combo qu'un meneur. Soit, deuxième option, il est titulaire à l'arrière. Et ce qui est possible, tu mets Evan Fournier sur le banc. Evan va venir apporter du scoring en sortie de banc. Par contre, il faudra voir parce que Evan, il n'a pas signé pour être 6e homme, de ce que j'ai cru comprendre quand il est parti d'Orlando. En tout cas, il a toujours dit. Ou alors, troisième option, tu le gardes en 6-man, en 6e homme de luxe. Et là, il va pouvoir apporter, je pense, pas mal de choses intéressantes aussi. Puisque tu peux avoir... Après, évidemment, les 3 options peuvent s'articuler tout au long de la saison en fonction des blessures, des absences, de l'état de forme de chaque joueur, etc. Mais Jalen Brunson, au Knicks, alors attention, parce que ça un peu le... On connaît les mecs qui font des grosses saisons, qui partent au Knicks, qui se perdent, on connaît les histoires comme ça, les Knicks qui forent un peu sur la free agency, qui mettent des blindes à des joueurs qui s'en sortent pas. Attention, il y a un profil ça aussi, mais ne soyons pas pessimistes. Je pense que Jalen Brunson, alors peut-être pas que les Knicks vont performer, je vois pas les... Je pense que les Knicks vont galérer, Je pense qu'ils vont être un peu à la place merdique, la ventre mou, soit play-in, mais ils vont pas passer le play-in. Soit en dessous du play-in, mais du coup, c'est pas non plus un tanking de fou. Donc, j'ai peur que ça soit ça. Hein. Après, ils nous doivent une revanche, notamment Julius Randle. J'aurais pu en parler dans cette vidéo. Mais j'ai préféré Jalen Brunson parce qu'il va avoir un nouveau rôle. Mais après, Jalen Brunson, il peut te sortir une saison de fou furieux. Après, il faudra voir si ça influe dans les stats, dans le bilan collectif des Knicks. Mais évidemment, Jalen Brunson à suivre. Jalen Brunson, je pense qu'il va sortir une très belle saison. En tout cas, il a montré que dans les moments qui comptaient, notamment en playoff, il était présent. Dans la Big Apple, avec une ambiance survoltée, il suffit de 2-3 matchs et la sauce va très vite prendre pour lui. Il peut très rapidement devenir un immense chouchou du Madison Square Garden. Va falloir quand même un peu progresser en défense. Bon, il y a Tom Thibodeau. Alors justement, il y a Tom Thibodeau, ça peut lui profiter en défense. Par contre, en attaque, attention. Attention à ce que Tom Thibodeau ne nous tue pas dans l'œuf le collègue. Le projet, en tout cas, Jalen Brunson. Un 8e joueur que je vais suivre monsieur Malcolm Brogdon. Saison compliquée du côté des Pacers, 36 matchs seulement joués, alors 19-5-6 évidemment, une belle saison, mais 36 matchs joués, blessure au tendon d'Achille qui lui a gâché la saison, puis évidemment le tanking des Pacers qui n'a pas aidé. Il a été trade aux Celtics contre 5 joueurs, évidemment, c'est un excellent move. Tu perds pas grand chose côté Celtics, c'est une excellente bonne pioche à la main, et là tu as des options aussi, tu peux le mettre Marcus Smart en 6e homme, ou à l'arrière en fonction des blessures ou des line-up que tu veux mettre en place en fonction de ce que tu as en face, des adversaires que tu affrontes, pardon. Évidemment, tu récupères un meneur, déjà qui défend, donc ça c'est très bien, tu vois, qui défend, qui est un organisateur de qualité, un très bon shooter, notamment sur la ligne, mais partout, c'est vraiment un super shooter, très intelligent, qui pour moi rentre parfaitement dans la philosophie, dans le mindset des Boston Celtics. Je trouve que c'est vraiment l'un des plus beaux coups de cette free agency, en tout cas de ce marché de l'été qu'il y a eu. Vraiment, je trouve que ça très bien. Tu peux quand même avoir un 5 majeur en fonction des line-up. Malcolm Brogdon, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, alors fort de Robert Williams qui est blessé, mais on va dire l'un ou l'autre. Ou Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, Jason Tatum. Alors en 4 ils ont qui du coup? Gallinari ou Robert Williams ou alors fort, enfin bref, tu peux te faire une espèce de triplette etc. À l'intérieur.
Voilà, vraiment Malcolm Brogdon, je suis vraiment content qu'il soit dans cette équipe pour lui. C'est un super joueur, il a été aux Bucks, bah après aux Bucks fallait faire des choix malheureusement, il est parti aux Pacers, les Pacers pardon. Bah, ils ont joué de malchance, sont allés en playoff, sont pas allés en playoff, etc. Il y a eu les blessures. Lui, j'espère qu'il va bien revenir de sa blessure au tendon d'Achille, ça c'est sûr, pour qu'ensuite il explose et il nous fasse du bon boulot aux Celtics. Je suis convaincu que ça va le faire. Maintenant, il y a la parenthèse Ime Udoka, on va pas en parler ici, mais pour ceux qui suivent ce qui se passe, ben, suspension. Ime Udoka ne coachera pas cette année. On verra s'il recoachera un jour tout court en NBA, mais en tout cas, cette année, c'est sûr qu'il ne recoachera pas. Donc, on a le nouveau assistant, j'ai oublié son nom, là, Joe Musala, enfin, moi, je l'appelle Mozzarella, m'en voulez pas, les fans des Celtics, c'est vraiment pour la blague, parce que je sais pas du tout comment il s'appelle. Je vais me faire défoncer, c'est chaud. Alors, c'était déjà l'assistant la saison dernière, donc je pense que les principes, les préceptes de jeu vont rester globalement les mêmes. Mais bon, attention à voir quand même. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce marasme-là, t'as la même équipe quasiment, à 90%, t'as les mêmes principes de jeu que tu vas réutiliser, mais si l'ambiance, peut-être le style de management du coaching ne sera pas le même, du coaching staff, mais tu mets un meneur super intelligent, que tu lui dis fais ci, fais ça, il va le faire, et il va bien driver son équipe, etc. Donc vraiment, il pouvait pas arriver mieux aux Celtics que Malcolm Brogdon, d'autant plus en vue de ce qui se passe, on va dire, backstage aux Celtics. Donc vraiment, Malcolm Brogdon, j'espère qu'il va revenir et c'est vraiment un joueur que je vais suivre cette saison du côté des Celtics. L'avant-dernier joueur, et non pas des moindres, je vais suivre un petit gars qui a débarqué aux Clippers cet été. C'est monsieur Jean Mur, monsieur John Wall, qui n'a joué que 40 matchs depuis la saison 2019-2020. Les 40 matchs joués avec les Rockets pour 20,6 points et 7 passes. Il n'a pas joué la saison dernière. D'un commun accord, il était assis en tribune avec un comportement extrêmement professionnel salué par tous du côté des Rockets. Lui voulait être trade. L'équipe, bah, du coup, voulait entre guillemets tanker. Donc, du coup, bah, ça correspondait un peu les attentes des deux parties. Donc, du coup, il a été benché, ou tribuné, si vous préférez, sur la saison dernière. Mais il n'a également pas joué pour d'autres raisons, c'est qu'il y a eu quelques soucis, comment dirais-je, déjà physiques, parce qu'il y a eu des blessures, et au plus de ça, des blessures qui auraient pu vraiment s'aggraver, parce qu'il a eu une blessure au tendon d'Achille, il me semble, qui s'est dégradée, et qui a failli tellement se dégrader que des infections, il aurait pu être amputé. Donc on aurait pu ne plus jamais voir John Wall sur un terrain de basket. Ajouter à ça, en plus déjà du fait que tu joues pas, donc tu pratiques pas ton métier, tu pratiques pas ton sport, etc. Tu as aussi le risque d'amputation. Il faut le stress, etc. Le stress sans nom, j'imagine. Mais t'as encore pire, c'est qu'il a perdu sa maman à cause du Covid. Il a carrément vu mourir devant lui. Et John Wall, on l'a eu au bout du rouleau, il aurait pu même se suicider. Il en parle d'ailleurs, je crois qu'il a fait une lettre ou quelque chose comme ça à The Players Tribune. Je vais essayer de vous en lire un petit passage. Je me suis retrouvé dans l'état le plus sombre dans lequel je n'avais jamais été. À un moment, j'ai pensé à me suicider. Je me suis déchiré le tendon d'Achille, ma mère était malade, puis elle est décédée, et ma grand-mère est décédée 1 an plus tard. Tout cela au milieu du Covid en même temps. J'allais à la chimiothérapie, je m'asseyais à ses côtés, et j'ai vu ma mère rendre son dernier souffle. J'ai porté les mêmes vêtements pendant 3 jours d'affilée, allongé sur le canapé, à sangloter. Oui, donc c'est ça, il me semble que sa mère est décédée d'un cancer du sein, je crois que c'est vraiment du Covid. Donc, voilà. Voilà. Et t'as rien pour extérioriser, t'as rien pour changer ton état d'esprit, ton mindset, etc. Parce que tu peux pas pratiquer ton sport parce que t'es blessé. Et en plus de ça, il y a toute la situation qui fait du côté des Rockets. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, en tout cas qui m'importe beaucoup. Je pense qu'on n'en parle pas assez des pensées suicidaires et des jeunes et tout, etc. comme ça. Bref, fin de la parenthèse. Et du coup, là, il a été buy-out. Il a négocié son buy-out du côté des Rockets à 6,5 millions. Et il signe aux Clippers pour 13,2 millions. Eh ben putain, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content déjà. On va revoir John Wall. Il a l'air d'aller mieux. Il est parti en thérapie. Il est toujours sous thérapie. Il est suivi, mais il a dit qu'il va mieux, notamment grâce à ses enfants, etc. Et j'ai hâte de le voir sur un terrain. Parce que John Wall, putain, on peut dire tout ce qu'on veut sur un terrain. Ça fait bander. Il va aux Clippers dans une équipe qui va se remettre en avant avec les joueurs blessés qui reviennent. Avec un effectif. Excusez-moi du peu, mais l'effectif, il fait peur. Il fait peur sa mère, l'effectif. Et lui, il va revenir. Là, il va avoir zéro stress, zéro pression. Pour moi, il y aura la pression du résultat, etc. C'est sûr. Mais si t'es les Clippers, tu fais tout pour le mettre bien. Tu dis, mon pote, t'as eu des années galères. C'est derrière toi.
on t'a filé la quicheta, enfin la quicheta pour lui c'est pas grand chose entre guillemets vu les contrats qu'il a eu précédemment, mais tu vas prendre tes 7 millions, tes 6 millions et demi, on va te mettre bien, et ensuite tu vas et tu donnes tout, et je suis sûr que ça va cliquer. Moi les Clippers je les ai mis premiers à l'ouest, peut-être je m'enflamme, mais John Wall bordel, il faut le suivre parce que si ça clique, ils ont pas eu meilleur meneur comme ça, ils ont Eric Bledsoe, ils ont Reggie Jackson, c'est des bons gars tu vois, mais là tu vas récupérer un mec qui a été All-Star etc., qui peut distribuer la gonfle. Alors attention les shoots, parce qu'on connaît le tir de John Wall, c'est pas non plus la valeur sûre, l'assurance tout risque. Mais voilà, il va apporter. C'est pas lui forcément qui aura besoin de mettre les puntos, mais voilà, il pourra courir, mettre du rythme en transition, si vraiment physiquement il est toujours là, mettre du rythme en transition, attaquer le cercle, prendre quelques pull-ups à mi-distance et donner aux copains, à Paul George, à Kawhi, parce que c'est eux qui vont faire le taf, qui vont mettre les puntos, etc. Tu auras Reggie Jackson pour suppléer, etc. Donc vraiment, John Wall à suivre. J'espère vraiment qu'il va revenir. Pour moi, ce serait la belle histoire. Il tourne en 10-4, je serais refait. Vraiment, il tourne en 10-4, je serais vraiment content pour lui. Donc vraiment, j'espère que John Wall va nous refaire une belle saison et surtout qu'il va revenir en grande forme. Et on termine cette vidéo avec Keldon Johnson des San Antonio Spurs. Une très belle saison dernière à 16 points, 6 rebonds, 2 passes, 46% au tir, 40% à 3 points. Un très très bon shooter. Et là, on est dans la même configuration que Dejounte Murray la saison dernière. Pour moi, il a 22 ans, c'est l'année de la pré-explosion, parce que je pense qu'il va exploser plus la saison prochaine, mais allez, pré-explosion, explosion si on veut dire les mots. Comme Dejounte Murray la saison dernière, si les Spurs jouent le first pick et qu'ils vont récupérer en plus derrière un Victor, un Scoot Anderson, un Derek Whitehead, tu sais si tu suis la TBA, Keldon, il peut s'insérer dans le truc. Et si au pire il s'insère pas dans le truc, bah d'ici 2 ans, si ça devient vraiment un bon joueur ou un monstre, bah tu peux le trade pour récupérer des pièces pour épauler potentiellement ton futur top 3 de draft. Ça, c'est dans le... Si la logique est respectée, c'est-à-dire que les Spurs tankent. Après, les Spurs, je les vois pas tanker, donc on verra ce que ça va donner. Mais Keldon Johnson, il va avoir des ballons. Il va avoir les ballons. Ça, c'est sûr certain. Et je suis sûr qu'il peut nous faire une saison. Alors, peut-être pas en 21-8-9, là, comme Dejounte Murray, mais une très belle saison. Plus de 20 points par match, bien sûr. 6 rebonds, ça, c'est, je pense, le minimum. Il faut qu'il progresse un peu plus à la passe, parce que s'il va avoir les ballons, il faut qu'il soit un peu plus playmaker. Les shoots, peut-être que ça va baisser en termes de pourcentage, parce qu'il va en prendre plus. À voir, mais déjà il a une très bonne base au tir, notamment le 40% à 3 points. Je suis sûr que Keldon Johnson, ça va être le petit truc. Alors il y aura d'autres choses évidemment du côté des Spurs, mais ça va être un truc, un élément, un joueur qui va régaler les fans des Spurs. Je suis sûr que les fans des Spurs, la fanbase, même Popovic, tout ça, le front office, attendent beaucoup de lui. Et comme j'ai dit, si lui marche bien, soit tu le gardes et il va t'aider à faire progresser davantage l'équipe, à épauler, parce que je pense qu'il peut être un très bon lieutenant, ce gars-là. Franchise, je sais pas, mais un très bon lieutenant, je pense que oui, il peut l'être. Donc si tu récupères un monstre avec la draft qui arrive, tu récupères un Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, il est dans la peinture et tu as lui derrière, t'es refait. Tu as Scoot Anderson, tu fais un combo guard à la main, tu te fais un duo à la main, un backcourt. Ça peut être super intéressant. Donc vraiment, Keldon Johnson peut s'insérer un peu dans tous les cas de figure de projet des Spurs. Sauf pour moi, celui d'être franchise. Je pense que ça peut être un peu court, je peux me tromper. Tout le mal que je souhaite aux Spurs, c'est me tromper évidemment sur ce niveau-là. Mais vraiment, je pense qu'il peut être lieutenant plus d'une très bonne équipe ou d'une équipe, en tout cas, qui joue, pas qui tank évidemment. Là, si on suit la logique, les Spurs vont tanker, donc s'ils tankent, vas-y, envoie tout mon coco, lâche les chevaux, sort une grosse saison, tu vois. Alors MIP, ça va être un peu chaud parce qu'on sait que le bilan sur les MIP, ça joue aussi, mais si on compte pas le bilan, il faut qu'ils soient dans la course au MIP. Obligatoire pour moi. Donc, Keldon Johnson, évidemment, des San Antonio Spurs, joueur à suivre. Voilà, on a fait les 10 joueurs à suivre que je vais suivre, en tout cas pour la saison 2022-2023 en NBA. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui sont les joueurs que vous allez suivre en commentaire et pourquoi vous allez les suivre. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter, ça donne beaucoup de force. N'hésitez pas à nous suivre sur la TBA, sur Twitch et aussi sur ma chaîne Twitch. Les lives vont revenir, il y aura un live par mois de sûr. On va parler du Orlando Magic. Peut-être il y aura d'autres trucs, je ne peux pas vous le garantir encore parce que ma vie perso elle a quand même pas mal changé ces derniers temps. Mais en tout cas, voilà, il y aura des vidéos qui vont sortir et je vous attends très prochainement. Je ne vais pas vous donner de date, mais j'espère d'ici 15 jours vous sortir le portrait sur Bill Russell. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la force, pour tout ce que vous apportez. Et sur YouTube et sur Twitter, vous êtes des monstres. Portez-vous bien l'équipe. Ciao, ciao.